Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Dimanche en politique sur France 3 Bourgogne. Il est le premier parlementaire de droite à avoir soutenu Emmanuel Macron dans sa course à la présidentielle. Il est aujourd'hui le seul élu bourguignon membre du gouvernement d'Édouard Philippe, longtemps copéiste puis juppéiste et donc désormais macroniste. L'ancien sénateur de Lyon est-il vraiment à l'aise dans ses nouvelles baskets? On lui posera la question. Les premiers mois du mandat du président, les chantiers de la majorité en 2018, son ancrage local dans Lyon et son avenir personnel sont au programme de cette émission dont l'invité est donc Jean-Baptiste Lemoyne, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et toujours conseiller départemental de Lyon. Le 21 juin dernier, vous entriez au gouvernement. Je vais vous demander dans un instant quel bilan vous tirez de ces premiers mois. C'est un peu l'objet de cette émission. Et puis, on parlera des futurs chantiers de la majorité. Mais d'abord, Mélodie Stevenson nous retrace votre parcours. C'est une ascension fulgurante pour Jean-Baptiste Lemoyne. Tout commence dans Lyon en 2011 quand il est élu vice-président du Conseil général. 3 ans plus tard, il poursuit sa carrière en devenant maire de Vallery. La même année, il se fait élire sans étiquette et accède seul au mandat de sénateur de Lyon. À cette époque, la Commission nationale d'investiture avait largement montré sa préférence pour le candidat sortant Pierre Bordier. Longtemps très proche de Jean-François Copé, pour lequel il a travaillé comme collaborateur ministériel, Jean-Baptiste Lemoyne fait finalement le choix d'Emmanuel Macron et le soutien pour l'élection présidentielle. Il est d'ailleurs le premier parlementaire LR à oser franchir le pas et signe sa naissance médiatico-politique sur le plan national. Une ascension qui prendra sens lors de sa nomination en juin dernier dans le second gouvernement d'Édouard Philippe. Il est donc nommé secrétaire d'État auprès de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Depuis sa nomination, l'élu a estimé à plusieurs reprises que son ancienne famille politique LR n'avait plus d'avenir. Alors on va y venir vraiment à l'avenir dans un instant des Républicains, mais Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce que vous regrettez ces 7 derniers mois? Est-ce que vous êtes un ministre épanoui, heureux, bien dans ses baskets d'avoir choisi Emmanuel Macron, vous l'homme de droite? Ah mais tout à fait bien, et dans les baskets et dans la tête, parce que ce qui se passe en France depuis effectivement 7-8 mois est fantastique. Souvenez-vous, il y a un an, jour pour jour, la France était dans une sorte de dépression mentale. On se posait la question de quel est l'avenir pour le pays, pour de nombreuses Françaises et Français. Et je crois qu'il y a cette petite flamme de l'espoir qui a été ravivée par Emmanuel Macron, tout simplement avec beaucoup d'idées concrètes, pragmatiques. On essaye un peu d'oublier les étiquettes politiques, tout simplement pour se consacrer aux résultats. Et vous savez, j'ai été effectivement plusieurs années maire de Vallery, je suis toujours aujourd'hui membre du conseil municipal. Dans nos communes rurales, quand on s'installe autour de la table du conseil municipal, on laisse les opinions, je dirais, partisanes au vestiaire et on veut une seule chose, c'est améliorer le cadre de vie, améliorer le fonctionnement de la commune. Et c'est la même chose au niveau du gouvernement. Ce que l'on souhaite sous l'égide du président de la République, du Premier ministre Édouard Philippe, c'est tout simplement peut-être en finir avec un certain nombre de tabous français et faire en sorte que la France, eh bien, elle puisse rebondir et se projeter pleinement dans ce monde qui est complexe. On le voit par un certain nombre de crises. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vois que la France, elle est de retour. Je suis souvent à l'étranger en tant que secrétaire d'État aux Affaires étrangères et je vois que le regard sur la France a changé. Et s'il a changé, c'est parce qu'un certain nombre de transformations ont été déjà initiées depuis que le président de la République a été entré en fonction. Je pense notamment à la réforme de la fiscalité, à la réforme du droit du travail. Et ce qui est, je crois, une grande satisfaction, c'est que beaucoup à l'étranger se disent c'est en France que ça se passe, c'est en France que ça bouge, et des personnes qui veulent investir, qui veulent créer des emplois en France, et tout cela, ça sera pour le bien des Français. Alors on va y venir, on va revenir au positionnement de la majorité à laquelle vous appartenez désormais, mais puisque vous parliez de votre périmètre ministériel, l'actualité de la semaine a notamment été marquée par le voyage d'Emmanuel Macron en Chine, avec au moins une polémique. Le président de la République n'a pas parlé des droits de l'homme en public, n'a pas abordé cette question. Est-ce que vous, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, vous pouvez nous expliquer pourquoi, quelle est la méthode dont il parle justement pour se défendre de ce choix? Là aussi, comme dans tout au gouvernement, ce qui nous guide, c'est l'efficacité.
Voilà, on veut des résultats. Et l'efficacité en matière de droits de l'homme, c'est pas de faire des grandes déclarations urbi et orbi. Le président de la République a dit « je ne suis pas pour la diplomatie de l'hygiaphone, la diplomatie du haut-parleur », mais c'est dans le cadre des entretiens entre chefs d'État de pouvoir passer un certain nombre de messages, de pouvoir signaler un certain nombre de cas, de situations qui nous préoccupent. Donc vous nous dites qu'en privé, il l'a fait avec le président chinois. Vous pouvez nous l'affirmer. Parce qu'il faut aussi porter, peut-être pas la diplomatie de l'hygiaphone, mais quand même la diplomatie des valeurs de la France, j'imagine. Bien sûr, mais nous y sommes très attachés. Et d'ailleurs, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République réaffirme ces valeurs fortement et fortement soutenu et applaudi par de nombreux chefs d'État lorsqu'il le fait. Et vous savez, il le fait mais systématiquement avec tous les chefs d'État avec lesquels on considère que, eh bien, il y a des situations qui peuvent être préoccupantes. Ça a été le cas il y a quelques jours également avec M. Erdogan. Avec M. Erdogan, exactement. Et on pense que, c'est pas qu'on pense, c'est qu'on le sait, cette méthode, elle est celle qui produit le plus de résultats. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est aussi en raison des liens économiques avec la Chine que Emmanuel Macron a été un peu modéré, puisqu'on a vu les contrats signés pour Areva, pour Airbus, c'est arrivé comme par hasard pendant le voyage, même si c'est sans doute des contrats qui se préparent depuis très longtemps, même avant votre arrivée aux affaires. Est-ce que là, il n'y a pas un hiatus dans la diplomatie ? Non, vraiment, le président de la République, encore une fois, il dit les choses aux bons interlocuteurs, au bon moment et au bon endroit. Et le bon endroit, c'est pas encore une fois des déclarations fracassantes sur un plateau, c'est faire en sorte que ça s'adresse aux bonnes personnes et au bon moment. C'est pas compliqué à gérer les affaires économiques en même temps. Et s'agissant de la dimension économique, naturellement, la Chine est un pays qui se transforme à vitesse grand V. On voit l'émergence d'une classe moyenne. Vous savez que, par exemple, la Chine est désormais le premier pays émetteur de touristes au monde, avec plus de 130 millions de touristes. Et d'ailleurs, la France en accueille 1,8 million. Vous savez, j'étais en charge... Y compris notre région, d'ailleurs. Tout à fait. J'étais en charge du tourisme dans l'Yonne, et tout cela continue à irriguer naturellement eh bien, l'action maintenant que je porte au niveau national dans ce domaine-là aussi. Et donc, nous souhaitons naturellement... pour atteindre les 100 millions de touristes en France en 2020, également doubler le nombre de touristes chinois en France. Mais du coup, il ne faut pas froisser les dirigeants chinois. Non, franchement, pardon d'insister. On dit aux dirigeants chinois, eh bien, les situations qui nous préoccupent. Mais on ne le dit pas comme ça, face caméra, parce que ce n'est pas ça qui va conduire aux meilleurs résultats. Nous, ce qui compte, c'est le résultat. Regardez, lorsque deux de vos confrères journalistes français étaient emprisonnés en Turquie, voilà, vous ne nous avez pas vu faire le tour des plateaux. En revanche, vous avez vu Jean-Yves Le Drian, à un moment, eh bien, aller porter un certain nombre de messages, et on a vu que vos confrères étaient revenus en France. Donc voilà, c'est ça qui compte, encore une fois, c'est faire en sorte que les choses soient dites, mais surtout qu'elles permettent de débloquer et d'accélérer ces situations. Un mot concret pour notre région sur le contrat d'Areva, donc une usine de retraitement de déchets nucléaires pour 10 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut imaginer des retombées dans notre région, à la fois pour le site du Creusot et puis peut-être pour les sous-traitants d'Areva qui sont nombreux? Il est certain que c'est une très bonne nouvelle pour l'industrie nucléaire française, et on sait que la Saône-et-Loire, notamment, est particulièrement en pointe dans ce domaine. Donc moi, je me réjouis qu'effectivement, des retombées auront lieu. Comme, vous savez, je m'attache en tant que, justement, secrétaire d'État, aussi en charge du commerce extérieur, de faire en sorte qu'à chacun de mes déplacements, eh bien, je puisse porter la parole d'un certain nombre d'entreprises de Lyon ou de Bourgogne. Et ainsi, lorsque, par exemple, au mois de décembre, j'étais en Irak, voilà, une certaine fierté d'avoir pu enfin obtenir la levée de l'embargo sur la volaille française, parce que c'est un marché de 200 millions d'euros qui s'ouvre pour un certain nombre d'entreprises qui sont soit en Bourgogne, soit en Bretagne. Et tout cela, c'est du concret. Vous savez, pour le bœuf aussi, avec la Chine, exactement, vous êtes satisfait? Le président de la République l'a annoncé. D'ici 6 mois, là aussi, un nouvel embargo va être levé. Et nous savons que nous avons besoin de débouchés pour nos producteurs, pour nos éleveurs, parce que, on le sait, c'est parfois un peu compliqué, mais là, il y a de nouveaux marchés qui s'ouvrent à l'international et il faut s'en féliciter. Vous n'étiez pas du voyage en Chine, vous êtes pourtant le numéro 2 du Quai d'Orsay, vous étiez puni? Non, du tout. En fait, moi, j'ai préparé le voyage, donc j'ai fait un déplacement, c'était courant novembre, pour préparer cela. Et après, vous savez, nous répartissons justement les rôles et les missions avec Jean-Yves Le Drian. C'est lui qui accompagnait le chef de l'État, mais moi, je serai à ses côtés à Dakar dans quelques jours pour justement travailler sur l'éducation des jeunes filles notamment. Alors, on va y venir à la suite de l'actualité politique, mais dans cette émission très sérieuse, on va sourire. Est-ce que vous n'étiez pas là-bas parce que vous préférez la diplomatie du panda? Je propose de regarder ces images quand vous vous êtes rendu à Beauval le 4 décembre avec Brigitte Macron. C'est de la diplomatie pour vous?
Et le panda, c'est très important pour la Chine, et c'est vrai que à travers eh bien, cet animal qui, on le voit, peut être affectueux et parfois en même temps un petit peu raide, oui. Eh bien, il y a des liens qui se nouent. Les premières dames de France et de Chine en sont les marraines, et ça fait partie, effectivement, je dirais, d'un cérémonial. Et les symboles, c'est très important dans la vie diplomatique. Je crois que la France et la Chine sont deux grandes nations qui puisent leur histoire dans les siècles et les millénaires. Et donc, voilà, nous devons, je dirais, être sensibles à tous ces symboles. Et vous savez, le président de la République, lui, pour sa part, eh bien, a offert un cheval de la garde républicaine à son homologue. Et ça peut paraître anecdotique, le panda, mais je crois que de nombreux Français ont été touchés, si j'en crois, le nombre de personnes qui m'en parlent et qui sont sensibles à ça cette prouve dimension aussi symbolique. que quand on est ministre, il faut savoir tout faire, hein, même aller rencontrer des pandas. Mais pas vous savez, forcément, on est là tout simplement pour accomplir la mission. Et dans la mission, eh bien, il y a ça passe aussi effectivement... par les pandas. Ça passe Parfois. également par cette dimension-là. Bon, ça parle plus sérieusement, ça passe aussi par les chiffres du commerce extérieur. Ils sont tombés cette semaine, ils sont mauvais. Jean-Baptiste Lemoyne, la France creuse encore son déficit, moins 60 milliards d'euros, alors que l'Allemagne enregistrait un excédent de 226 milliards en 2017, un décalage spectaculaire. Comment vous l'expliquez en un mot, et surtout, comment vous pensez y remédier? Alors, explication. Je crois qu'on est là aussi, on paye 20 années de désindustrialisation française. Vous le savez, de nombreuses usines ont fermé sur nos territoires. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lorsque la consommation repart en France, et c'est le cas, parce que l'activité économique est vraiment dans une bonne direction, eh bien, nous n'avons pas forcément la capacité en France de répondre à cette demande française. Et du coup, ce sont les importations qui augmentent. Et donc, par conséquent, toutes les mesures qu'a pris le gouvernement sur l'attractivité du pays, sur le fait d'obtenir des relocalisations d'emplois, ça devrait nous aider. Et par ailleurs, nous sommes en train de travailler à un plan de soutien à l'export qui sera dévoilé par le Premier ministre le 9 février prochain. Ça sera l'occasion aussi de mettre un peu d'ordre dans l'équipe de France de l'export, parce que vous savez, il y a beaucoup d'acteurs, les chambres de commerce, Business France, les régions. Et donc, je concerte d'ailleurs les présidents de région, nous le recevrons mardi prochain. Et donc, nous allons proposer enfin un guichet unique qui va permettre, eh bien, pour beaucoup d'entreprises qui parfois hésitent le pas, hésitent à se lancer dans l'export, d'avoir un contact et de pouvoir aller plus facilement à l'étranger. Dans l'actualité de la semaine, Jean-Baptiste Lemoyne, il y a aussi l'annonce du Premier ministre de l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central. Soyons précis, il sera effectif en juillet. Ça a divisé votre majorité, ces annonces. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire que ce n'est pas la bonne solution ? Vous savez, quand il s'agit d'épargner des vies, je crois qu'il ne faut pas ménager ses efforts. Et de ce point de vue-là, vous savez que Lyon était expérimentatrice de cette vitesse à 80 km/h sur le tronçon de la route qui va d'Auxerre à Clamecy. Et donc, on a pu voir que ça avait un impact très important sur la chute de la mortalité et du nombre de blessés. Moins 87% de tués sur ce tronçon, c'est vous dire que c'est très efficace. Alors d'autres dans votre majorité ne pensent pas comme vous, et pourtant il y avait une expérimentation aussi dans la Nièvre. Je vous propose d'écouter Perrine Goulet, députée La République En Marche de la Nièvre. Elle n'est pas d'accord avec vous. Pour moi, ce n'est pas la solution à la baisse de mortalité. Parce que quand on entend leurs statistiques, en baissant la vitesse de 10 km/h, on fait un gain de 4,6% de vie. Mais en réduisant, donc si on continue dans ces statistiques, en réduisant de 100%, on aura toujours 46% de morts. Donc vous voyez, les statistiques, on leur fait faire ce qu'ils veulent. Et moi, ce qui me gêne, c'est que c'est une décision prise par les gens qui vivent dans les grandes villes, qui ne sont pas concernés par nos territoires de campagne. Et nous, dans nos territoires, 80 km/h, ça va nous faire perdre quand même un certain temps. Et ce qu'il y a surtout, c'est que pour moi, la vraie problématique, c'est l'état des routes. C'est les comportements des personnes, c'est pas forcément la vitesse. D'ailleurs, l'expérimentation, vous savez, on a eu une expérimentation dans la Nièvre. Donc l'expérimentation a duré 2 ans, donc de juillet 2015 à mars 2017. On s'est rendu compte que pendant cette expérimentation, il y avait eu un accident corporel, alors que les 2 années d'avant où il n'y avait pas l'expérimentation, il y a eu 0. Comme quoi, d'avoir baissé de 10 km/h la vitesse sur ce tronçon de route a créé un accident, alors qu'avant, il n'y en avait pas sur les 2 années d'avant. Donc comme quoi, c'est pas la solution. Ça n'est pas la solution, vous dit Perrine Goulet. Écoutez,
Les chiffres sont là, ils sont sans ambiguïté. Mais le gouvernement, vous savez, il a du coup souhaité qu'il y ait une clause de rendez-vous en 2020. Et en 2020, eh bien justement, ça sera l'occasion de voir quels auront été les résultats de cette mesure. Et encore une fois, on ne peut pas se résoudre au fait que depuis 3 ans, le nombre de morts sur la route a nouveau augmenté. Vous savez, moi je me suis engagé dans la vie politique, c'était en 2002, et le président Jacques Chirac, à l'époque, déjà avait fait de ce chantier de la sécurité routière une priorité. Et on a vu qu'on a quasiment divisé par 2 le nombre de morts. Encore une fois, quand on voit les conséquences, et je ne parle pas des blessés qui parfois, justement, à vie, traînent des séquelles de cela, on ne peut pas se résoudre à cette situation. Autre sujet, autre couac dans la majorité, celui qui concerne les migrants et l'immigration. Le projet de loi sur l'immigration porté par Gérard Collomb est un des chantiers de 2018. Et la circulaire de Gérard Collomb, notamment sur l'accueil inconditionnel dans les centres d'hébergement, fait polémique. Plusieurs membres de la majorité se sont élevés. Et même cette semaine, les évêques de France se sont opposés à cette circulaire en demandant la sanctuarisation des centres d'hébergement, des écoles, des hôpitaux et des églises. Quel est votre avis sur la question ? Mon avis, c'est qu'on doit à la fois faire en sorte que le droit d'asile, qui est réservé aux personnes qui fuient la guerre, qui fuient des persécutions politiques ou religieuses, eh bien, ces personnes puissent avoir accès plus facilement à ce statut de réfugiés et de demandeurs d'asile. Dans le même temps, qui ne l'ont pas, il faut aller les chercher dans les centres d'hébergement ? Et attendez, et celles et ceux qui sont éligibles à ce droit d'asile, eh bien, vous savez que dans un souci d'humanité, le président de la République, justement, il a souhaité qu'on leur épargne cette traversée de la mort qu'est la Méditerranée. Et donc, celles et ceux qui sont éligibles, qui sont dans des pays de transit, au Niger ou au Tchad, eh bien, ils vont être, avec la Croix-Rouge, ils vont être justement directement acheminés dans les pays qui leur procureront l'asile. Donc, vous voyez, il y a ce souci d'humanité. Ça fait l'unanimité, il n'y a pas de souci. La question, après, ce sont les autres migrants. Est-ce qu'il faut aller les chercher dans les centres d'hébergement, selon vous, comme le propose Gérard Collomb, c'est-à-dire aller effectuer des vérifications dans les centres d'hébergement? Est-ce que c'est le lieu pour le faire? Après, le deuxième sujet, c'est effectivement la migration de type économique. Le fait est qu'un certain nombre de jeunes ne voient plus d'avenir dans leur propre pays. C'est le cas dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne où les jeunes font maintenant des études justement de type licence, maîtrise, doctorat, mais derrière ne trouvent pas forcément les emplois adéquats. Et ça nourrit une immense frustration. Donc c'est pour ça que notre réponse, elle est notamment en matière de développement. Faire en sorte qu'on puisse favoriser la création d'entreprises, de PME. Faire en sorte que... C'est pour ça que vous allez à Dakar aussi ? Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a le souhait affiché et la volonté ardente du chef de l'État de faire en sorte que l'aide au développement passe de 0,37% du PIB à 0,55% parce qu'on a besoin d'offrir des perspectives et c'est pareil, il n'y a pas de débat sur l'aide au développement, tout le monde est d'accord. Oui, mais c'est ça la réponse de long terme. Oui, il faut pas se leurrer. Oui, mais la réponse de court terme, c'est est-ce qu'il faut aller dans les centres d'hébergement pour opérer un tri dans les personnes qui y sont, j'emploie le terme à dessein, un tri, et du coup, sélectionner, est-ce que c'est bien le lieu? Vous voyez bien qu'il y a un débat au sein de votre majorité. Ce matin, dans un article dans Le Parisien, dans une interview, Gérard Collomb dit « on ne changera pas notre politique migratoire ». Non, mais je crois que... il faut présenter les choses telles qu'elles sont. Il y a une circulaire, elle est appliquée avec discernement. Et vous savez, je trouve que ce n'est pas la pétitionnite aiguë qui permet d'apporter des solutions. Nous, encore une fois, notre marque de fabrique, c'est le souci de l'efficacité. Faire en sorte qu'il y ait, en termes de droit d'asile, une meilleure efficacité. Là aussi, faire en sorte que les gens soient vraiment éligibles. Et puis, en termes de migration, apporter des réponses pérennes. Pas sûr que les associations qui s'occupent des sans-abri dans les centres d'hébergement fassent beaucoup de pétitions, elles sont surtout au concret du terrain. Je vous propose de passer à un autre sujet, Jean-Baptiste Lemoyne. Vous l'avez sans doute lu dans les colonnes du quotidien La Croix il y a quelques jours, publié le 3 janvier, un sondage IFOP, 6 Français sur 10 se prononcent en faveur de la légalisation de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, un bond de presque 40% depuis 1990. L'opinion évolue sur cette question. On sait que ça va être un dossier des prochains mois du gouvernement. Ça a été évoqué lors de la campagne d'Emmanuel Macron à l'époque. Vous aviez été, Jean-Baptiste Lemoyne, un opposant farouche à la loi Taubira à l'époque pour le mariage pour tous. Est-ce que cette question, elle va diviser la majorité? Quel est votre point de vue sur la PMA ouverte aux couples de femmes? On voit que la société française évolue. Est-ce que vous-même, vous avez évolué? Je crois que le souci du président de la République, c'est de faire en sorte que ce débat sur des questions qui sont très sensibles, qui touchent à l'intime, qui touchent à l'éthique,
puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et à l'époque, d'ailleurs, il avait signalé que lorsqu'il y avait eu les débats que vous évoquez, peut-être cela n'avait pas été bien organisé. Et donc, aujourd'hui, il y a un comité national d'éthique qui travaille, qui justement auditionne les représentants des religions, qui auditionne les universitaires. Et je crois que ça permettra justement de bien poser les termes du débat. Et sur ce sujet, je crois qu'il y a énormément de sujets connexes qu'il faut évoquer. Parce que, vous savez, ce qui est parfois en jeu, c'est aussi pour les personnes qui sont nées de ce type de technique, quelque part une interrogation aussi sur eh bien, leur filiation. Et donc le souhait parfois de vouloir accéder eh bien peut-être à l'identité du père. Et donc, que vous n'avez pas changé d'avis fondamentalement sur ces questions-là, même en entrant au gouvernement, Jean-Baptiste Lemoyne. Vous pouvez nous le dire, vous avez le droit. Est-ce que vous porterez une voix différente au sein du gouvernement? Vous savez, au gouvernement, je veux dire, on assume tout de A à Z. Moi, j'ai appuyé Emmanuel Macron sur la base de son projet. Cette mesure était dans son projet, et donc son projet, je le défends de A à Z. Donc vous avez évolué sur la question. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des sujets qui sont justement très complexes et sur lesquels il faut ouvrir toutes les portes, tous les chantiers, y compris peut-être celui de l'accès aux origines. Alors on sent que, évidemment, là, dans la majorité, il y aura sans doute des divergences entre ceux qui viennent plutôt de la droite, ceux qui viennent plutôt de la gauche, avec un corpus idéologique parfois différent. Je vous propose de regarder cette citation signée Manuel Valls dans le journal du dimanche la semaine dernière. Le point d'équilibre de la majorité est au centre-gauche, alors que celui de l'exécutif est au centre-droit. Le risque de désaccord vient de là, c'est ce qu'expliquait l'ancien Premier ministre de François Hollande au JDD. Est-ce que vous êtes d'accord, vous qui êtes un homme de droite, sur le fait que le point d'équilibre n'est pas le même au gouvernement et dans la majorité parlementaire d'Emmanuel Macron? Je crois que réfléchir en termes de droite, de gauche, de centre, etc., est quelque chose qui est un peu dépassé. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, la méthodologie d'Emmanuel Macron, c'est mettre autour de la table eh bien, celles et ceux qui ont envie de faire, qui ont envie d'agir et qui veulent tout simplement, je dirais, mettre en œuvre les meilleures idées, d'où qu'elles viennent. Vous voyez bien que ça peut tirer sur la question de l'immigration, sur la question de la PMA, ça peut tirer un peu par moment. C'est que le Premier ministre, Édouard Philippe, effectivement, nous venons de la même famille politique. Eh bien, il anime cette majorité parlementaire avec brio et ça se passe très bien, c'est très fluide entre les députés de La République En Marche et le Premier ministre. Et donc moi, je ne vois pas de hiatus ou de quoi. Au contraire, je vois un fort renouvellement et des femmes et des hommes qui ont envie de porter leur part de vérité. C'est tout à fait bien. À droite, votre ancienne famille politique, Jean-Baptiste Lemoyne, Laurent Wauquiez a pris la tête de votre ancien parti, Les Républicains. Comment est-ce que vous regardez sa méthode et sa ligne aujourd'hui? Je m'adresse aussi au secrétaire d'État à l'Europe, parce qu'on a vu qu'il avait choisi une ligne plutôt eurosceptique en prévision des élections européennes. Ouais, si vous voulez, ce que je constate, c'est qu'en 2002, lorsque l'Union pour la majorité présidentielle a été créée, cette UMP, c'était la fédération de centristes, de libéraux, de gaullistes. Et donc, ça parlait à beaucoup de monde dans la société. 15 ans plus tard, ce qui est malheureux, c'est de voir que ce large rassemblement, en fait, n'existe plus. Les centristes eh bien, ont quitté cette famille, les libéraux, dont j'étais également. Et donc aujourd'hui, on est sur un petit noyau qui, je pense, n'a pas la capacité de porter une parole qui soit fédératrice pour la France et les Français. Parce que la France, elle est diverse. Parce que la France, elle est rurale, elle est urbaine, elle est la France périphérique. Ça vous inquiète et donc, pour votre ancienne famille politique? C'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'une parole qui soit une parole à la fois apaisée, mais qui aille au résultat. Et le chef de l'État, d'ailleurs, dans sa cérémonie de vœux, nous a incité à l'action. Il nous l'a bien dit. Ne vous habituez pas eh bien, ne vous habituez pas à toutes les impatiences des Français. Il faut que vous y apportiez des réponses le plus rapidement possible. Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à l'Europe. Est-ce que votre avenir politique pourrait être d'aller au front dans cette bataille des élections européennes en 2019? C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser si le président de la République vous le demandait? Alors franchement, pardon, mais là aussi c'est très ancien monde. On n'est pas là pour se projeter pour un poste ou quoi que ce soit. On est pleinement à la tâche, pleinement à la mission et on s'y dédie 24 heures sur 24. Oui, mais justement, c'est votre mission de défendre une certaine vision de l'Europe, celle d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que je vous pose la question. Ça pourrait être dans le cadre d'une élection européenne.
je serai de celles et de ceux qui, naturellement, porteront un message fort pour les élections européennes, mais je n'ai pas vocation à être candidat à toutes les élections. Ce qui compte, c'est, encore une fois, d'agir, d'oublier les ambitions des uns et des autres, mais parce que tout simplement, les Français, ce qu'ils attendent, c'est des résultats. Alors, on arrive au terme de cette émission Lyon. Est-ce que ça restera votre terre d'élection, ou bien est-ce qu'à l'image d'un Benjamin Griveaux, par exemple, vous verriez bien élu dans la capitale la prochaine fois? Ah non, mais attendez, je dois tout à Lyon. Il n'est pas un instant dans la journée où je ne pense pas au département. Vous le savez, je suis toujours conseiller municipal à Valery, toujours conseiller départemental dans le Gâtinais avec Delphine Grémy. Et je peux vous dire que au quotidien, dans mon action de ministre, les expériences que j'ai pu avoir dans Lyon, elles continuent à m'inspirer. Et les échanges que j'ai avec de nombreux élus ou citoyens de Lyon, notamment avec cette période de vœux, à Bussy-en-Othe, à Chaumont ou à Domat tout à l'heure, ce sont des choses très utiles qui me permettent de dire au chef de l'État justement ce qui est ressenti. Ça marche aussi dans l'autre sens, ça sert Lyon aussi? Et donc, ça peut servir Lyon. Moi, je m'y attache. Par exemple, lorsqu'il y a eu des inquiétudes sur le maintien de l'hélicoptère d'urgence à Auxerre, j'ai tout de suite saisi Agnès Buzyn. Agnès Buzyn m'a dit il n'y a pas de problème, il y a une situation qui justifie le maintien de cet hélicoptère. Et donc, naturellement, je suis là pour aider le département. Aujourd'hui, le leader de La République En Marche en Bourgogne s'appelle quand même un peu François Patriat. Hein. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresserait de prendre le leadership de La République En Marche en Bourgogne? Pardon, mais allez, c'est ancien monde aussi. Allez. Mais oui, mais parce que moi, François Patriat, c'est un collègue au Sénat. Bien sûr. Mais vraiment, je suis pleinement, moi, dans ma tâche, de secrétaire d'État aux affaires étrangères. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup à faire, parce que vous savez, la France, elle est attendue sur de nombreux chantiers internationaux. Il y a de nombreuses crises. On l'a compris. Et donc, voilà. On m'en voudrait si je ne vous posais pas la question. Vous savez que les personnels de l'audiovisuel public sont inquiets, Jean-Baptiste Lemoyne. Est-ce que pour vous, l'audiovisuel public, c'est la honte de la République? Ah mais l'audiovisuel public, je le vois sur nos territoires, comme aujourd'hui, il permet de porter connaissance à nos concitoyens des politiques, des opinions des uns et des autres. Et donc, je crois que la réforme qui va être conduite, elle permettra de conforter, consolider aussi l'audiovisuel public dans un monde qui va très vite. Merci d'avoir répondu à ces questions, d'avoir accepté cette invitation ce dimanche. Dans un instant, l'actualité régionale avec Elsa Bezin et Dimanche en politique, la suite avec Francis Letellier. Très bon dimanche.